Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie. Un podcast de la Société française de radiologie. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Trajectoire au rayon X. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Benoît Tessu, praticien hospitalier dans le service de neuroradiologie à l'hôpital de la Timone, qui est également responsable d'une activité de recherche dans le CRB-RBM et le CMRM, dans lequel on va parler un peu plus en détail aujourd'hui. Bienvenue Benoît. Bonjour à tous. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Si on devait un peu raconter ton parcours comme une histoire, où est-ce que tu commencerais ? Je pense que je commencerai au début de mes études médicales. J'ai fait la totalité de mes études à Marseille, de la première année en fait finalement jusqu'à ma thèse en médecine en radiologie. J'ai fait mon cursus d'interne en totalité dans les hôpitaux de Marseille. J'ai fait un seul interchu, mais finalement d'ailleurs si je devais donner un conseil aux jeunes auditeurs, n'hésitez pas à découvrir la manière de travailler ailleurs, c'est toujours très formateur dans le cursus de médecin. Mon premier stage le plus marquant, c'est mon stage en neuroradiologie, puisque j'ai découvert vraiment la complexité anatomique et fonctionnelle du cerveau. Quand on est jeune radiologue, généralement, on commence par faire des choix plutôt généralistes sur les organes systémiques, faire du thorax, de l'abdomen, parce que c'est ce qu'on voit en garde et c'est bien d'arriver rapidement à savoir se débrouiller seul ou en tout cas d'avoir un certain degré d'autonomie. Et là, quand on arrive en neuroradio, on se rend compte que le cerveau, c'est complexe, c'est compliqué. Il faut beaucoup passer du temps pour reprendre des notions de base. Toutes les séquences IRM qui sont beaucoup plus variées également. Et j'ai compris qu'il y avait vraiment un champ énormément vaste devant moi et ça m'a beaucoup plu. Comment tu as découvert du coup ce service de recherche qui est un peu particulier avec du coup ces deux acronymes? On a le CRBM du coup qui est le centre de résonance magnétique biologique en médecine et le CMRM également qui est un centre d'exploration. Alors dans le cadre de mon cursus à l'époque c'était encore la période des choix hors filière. Et donc j'avais la possibilité de faire un stage dans mon cursus médical en dehors de la radiologie. Et donc il y avait la possibilité de faire ce choix dans un laboratoire de recherche en imagerie médicale, mais aussi sur la biologie du système nerveux central. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai pris l'initiative d'aller là-bas, sachant qu'il y avait quand même quelques radiologues avant moi qui étaient passés, donc je connaissais un peu le fonctionnement. Et donc de cette manière-là, j'ai découvert ce qu'était le monde de la recherche, avec également l'ultra haut champ magnétique, puisque le laboratoire CRMBM-CMRM possède une IRM 7 Tesla. J'ai découvert ce qu'était vraiment la recherche moderne en imagerie aujourd'hui, en IRM, à savoir à la fois la méthode, c'est-à-dire développer des séquences pour voir des biomarqueurs, pour quantifier des paramètres particuliers, mais également le traitement ensuite de cette information. Et là, c'est vrai que quand on est en dehors de ce système, on n'a pas du tout notion de tout le travail d'ingénierie, d'informatique qui est fait, de stockage des données, de voir à quel point avec des données assez simples, on est capable de voir des choses extraordinaires dans le cerveau. C'est vrai que c'est un service assez particulier parce que maintenant c'est un service clinique à part entière qui fait partie du pôle d'imagerie médicale de la PHM à la Timone avec du coup différents champs d'exploration qui n'est pas du tout confiné uniquement au système nerveux central, on y reviendra un peu plus en détail après. La particularité de ce laboratoire également avec des machines différentes, on va dire, notamment avec de l'IRM haut champ et bas champ. Tout à fait, le laboratoire, si je devais le présenter, historiquement il a été créé en 1985. Donc ça a d'abord été le CRMBM, qui est le centre de résonance magnétique en biologie et en médecine. Brièvement, c'est un centre qui est financé et exploité à la fois par le CNRS, à la fois par l'Université Aix-Marseille et par un accord contractuel avec les assistances publiques des hôpitaux de Marseille. Et dans ce CRMBM, on y fait principalement la recherche préclinique sur l'animal. Et il y a également le CMRM qui est le centre de recherche clinique, donc la recherche sur l'homme, qui est le centre d'exploration métabolique par résonance magnétique, qui fait en effet partie du pôle médical de la PHM, dans lequel il y a cette IRM 7T, qui est utilisée majoritairement pour la recherche, mais également depuis quelques mois également pour une activité clinique. Et donc dans ce CMRM, on y mène une recherche translationnelle, c'est-à-dire qu'on essaie de développer à la fois des méthodes et d'instruments IRM pour l'exploration fonctionnelle, structurale et métabolique chez l'homme du cerveau, pour essayer ensuite de trouver des applications cliniques par la suite. À côté de cette recherche sur le système nerveux central, on y fait également une recherche sur l'appareil cardiovasculaire, plutôt à 3T,
mais de potentielles applications à 7T, et également de la recherche sur l'appareil locomoteur et musculo-squelettique. On a donc des IRM conventionnels, une IRM conventionnelle 3T, qui est une IRM plutôt haut de gamme avec des gradients assez puissants, une IRM à haut champ, l'IRM 7T. Ça doit faire quelque chose comme une quinzaine d'années qu'on fait de la recherche à ultra haut champ, donc à 7T. Et depuis peu, on a également développé un partenariat avec l'entreprise Multiwave Technologies, qui a une IRM bas champ portable, et pour essayer de participer au développement et à l'optimisation de cette imagerie bas champ. Dans ce laboratoire, du coup, quelle est un peu l'équipe de recherche qui est présente, les différents membres? C'est un univers assez multidisciplinaire. Tout à fait. Alors, il y a une équipe clinique qui est dirigée par le docteur Jean-Patrick Stellman, qui est le chef de service de l'unité clinique et de la 7T clinique. À côté de ça, il y a également, bien sûr, tout un tas de scientifiques, de chercheurs, qui ont différents domaines de compétences, mais on va dire que la majorité s'est orientée dans la physique de l'IRM. Donc des chercheurs CNRS, AMU, ex-Marseille Université, et également bien sûr des manipulateurs radio pour faire tourner les IRM. Au niveau de la formation, il y a également toutes les strates potentielles avec des étudiants en master, en doctorat, en post-doctorat. On a même fait des stages d'initiation, découverte de la science dans les collèges également. Et on a également des ingénieurs, puisque comme je le disais, la recherche moderne en imagerie, c'est énormément de traitement des données, donc on a beaucoup d'ingénieurs également qui participent aux recherches. Et à côté de ces membres du labo permanent, il y a une collaboration énorme aussi avec les services hospitaliers de la Timone. C'est possible parce que géographiquement, le laboratoire il est situé dans le campus de la Timone, ce qui fait qu'on a une collaboration très importante avec les services de neurologie clinique, de neurochirurgie. Bien sûr, ça je parle pour le système nerveux central, mais on a aussi des collaborations identiques côté cardiovasculaire, côté appareil locomoteur. Tu as dit que du coup c'était un stage de service clinique, c'est-à-dire que vous pouvez accueillir des internes dans le service? Tout à fait, on a fait les démarches pour maintenant avoir un poste d'interne ouvert dans le cadre de laboratoire, donc avec un choix particulier puisqu'il permettra à la fois de faire de l'activité clinique, puisque comme je l'ai dit, l'IRM7T est actuellement utilisable en pratique clinique, donc on a 2 vacations, 2 demi-journées par semaine dédiées à cette activité-là. Et puis à côté de ça, il y a également l'activité recherche avec la possibilité de participer à un travail de recherche dans le cadre d'une thèse, dans le cadre d'un master, dans le cadre d'un doctorat, d'une thèse de sciences également, et de participer également à un projet multidisciplinaire avec des cliniciens, des ingénieurs, des physiciens, et puis de découvrir ce que c'est le monde de laboratoire d'imagerie magnétique moderne. En IRM, notamment à Auchan, il y a plusieurs challenges, notamment techniques. C'est un monde assez particulier qui est assez méconnu, on va dire. Qu'est-ce que tu en penses vraiment de cette réalité de l'ultra haut champ? Alors l'ultra haut champ, je pense que c'est un domaine absolument passionnant quand on est neuroradiologue, puisque quand on regarde des images pour la première fois, on est très agréablement surpris par la qualité des images. On passe à une résolution qui est supérieure, le contraste est supérieur. On voit tout exactement pareil finalement, puisqu'on regarde toujours le même organe, le cerveau, un petit peu également la moelle épinière. Même si la moelle épinière actuellement, une petite parenthèse, c'est qu'elle elle est réservée uniquement à la recherche, parce que le marquage européen pour l'utilisation de la 7T en clinique, il n'a pas été donné pour la moelle, parce que l'antenne n'a pas le marquage actuellement de la norme européenne. C'est quelque chose qui arrivera probablement dans la suite. Mais donc on est agréablement surpris par le fait que les images sont magnifiques. Et donc on n'a qu'une envie, c'est de pousser au maximum pour voir tout ce qu'on peut découvrir. Par contre, la 7T, elle est extrêmement challenging sur les contraintes techniques. C'est une machine qui nécessite beaucoup de solutions pour essayer de profiter d'une part de profiter de tous les avantages potentiels de l'ultra haut champ, mais en même temps, on a tous les inconvénients qui sont majorés. Et donc, il y a énormément de contraintes techniques sur notamment les inhomogénéités du champ magnétique. Alors, ça consiste en quoi, brièvement? Quand on mesure le champ magnétique dans une IRM, à 1,5-3T, il est assez homogène. Et plus on augmente l'intensité de ce champ, et notamment à 7T, plus il va y avoir des petites différences d'intensité de champ magnétique. Par exemple, dans l'IRM 7T, le champ magnétique n'est pas tout à fait à 7T en tout point de l'aimant. Ça va créer des petites inhomogénéités dans l'image. Ensuite, on a une deuxième catégorie d'homogénéité qui est assez marquée, c'est ceux relatifs au B1. Donc c'est l'impulsion de radiofréquence que l'on va faire pour exciter les protons et créer les images. Là, il y a énormément de variations et d'inhomogénéité qui causent pas mal d'artefacts. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions techniques pour lutter contre ça et on arrive assez bien à le faire. Mais il a fallu développer pas mal de solutions techniques à la fois sur le versant hardware et à la fois sur le versant software. Ensuite, on a d'autres inconvénients qu'on arrive assez bien à gérer en pratique, par exemple le SAR.
Sans rentrer dans le détail, on sait que quand on excite les protons de l'organisme, on crée des échauffements, des dépôts d'énergie qui se manifestent sous la forme d'une augmentation de chaleur. Et donc à 7T, c'est décuplé. Et donc il faut des solutions également pour gérer ces techniques de SAR, ces contraintes de SAR. Là où on a vraiment par contre une grosse difficulté, et c'est un peu un challenge actuel, c'est sur le matériel implanté. Il n'y a aucun constructeur d'implant pour le cerveau, pour l'appareil locomoteur qui prévoit de faire des tests de sécurité à 7T. Ce qui fait que pour chaque patient actuellement, il faut faire un check assez détaillé sur la composition du matériel. Est-ce qu'il est magnétique ou pas? S'il est magnétique, bon, la question ne se pose même pas. S'il est amagnétique, à quel champ peut-il tolérer? Ensuite, sans rentrer trop dans la technique, mais le maximum de l'intensité de l'aimant à 7T est au centre de l'aimant. Donc très rapidement, quand on s'éloigne, les limites de champ diminuent. Donc en fonction de la topographie du matériel implanté, on peut considérer qu'il est éligible à 7T, mais en tout cas, il y a vraiment tout ce travail-là à faire. Dernier point important, c'est les vertiges. C'est quelque chose qui revient beaucoup parce que c'est dans la littérature et c'est une vérité. Il y a une vraie sensation de vertige qu'on peut éprouver quand on rentre dans l'IRM 7T, mais elle est très souvent mineure et elle s'estompe spontanément en quelques secondes. On a pratiqué on a dépassé largement le milieu d'IRM. On n'a jamais fait sortir un patient parce qu'il avait des vertiges en IRM. Mais par contre, c'est quelque chose qui est relativement fréquemment rapporté par les patients. Très important effectivement de connaître ces points de sécurité différents. Du coup, concrètement, on utilise pas mal de techniques, on va dire, différentes pour faire ces images. Et notamment, là, je suis obligé de parler du rôle en fait, des différentes techniques d'acquisition et notamment potentiel rôle de l'intelligence artificielle. Qu'en est-il réellement au quotidien? Alors, pour la solution technique qui est maintenant disponible sur les dernières générations de 7T et qui va vraiment changer la donne dans la qualité des images, c'est ce qu'on appelle la transmission parallèle. Donc sur les IRM conventionnels, ce que vous avez dans vos services à 1.5 et à 3T, c'est de la transmission classique par une seule source de la radiofréquence. C'est-à-dire que l'antenne qui est située autour du patient va émettre cette source de radiofréquence par une seule source et elle va se répartir de cette manière-là, normalement homogènement au niveau du cerveau. À 7T, cette répartition, elle est inhomogène, ce qui explique qu'on a très souvent des artefacts dans des topographies reproductibles d'un patient à l'autre, toutes les topographies du cerveau qui sont proches de la base du crâne, le cortex orbitofrontal, les lobes temporaux et la fosse postérieure. Et en plus de ça, là, on rejoint vraiment le côté technique, c'est toujours plus prononcé du côté droit du cerveau par rapport au côté gauche, et c'est encore d'un point de vue technique lié à probablement la conception de l'aimant. Et donc la nouvelle transmission parallèle, cette nouvelle technologie qui est FDA approuve des marquages européens, c'est-à-dire qu'elle est vendue avec les nouvelles IRM 7T cliniques, donc elle est accessible et disponible dès maintenant. C'est une émission simultanée de plusieurs sources de la radiofréquence qui permet d'avoir du coup une excitation beaucoup plus homogène des protons dans le cerveau et donc de pallier les artefacts liés aux inhomogénéités qu'on avait précédemment avec la transmission classique. Deuxième part des évolutions technologiques, et là c'est vraiment l'utilisation de l'IA, c'est, en tout cas pour ma part, mon opinion, c'est vraiment l'apport de l'amélioration des images par les algorithmes d'IA, en particulier du deep learning. Donc chaque marque a à peu près son software. Chez Siemens, je parle de Siemens parce que nous utilisons une IRM 7T Siemens, mais il y a d'autres solutions chez GE, chez Canon, etc. C'est des logiciels qui vont permettre d'augmenter la résolution, d'accélérer l'acquisition également, de débruiter l'image et d'améliorer également ce qu'ils appellent le sharpness, donc c'est la netteté des structures anatomiques que l'on peut observer. Et ensuite, par rapport à ça, ce qu'on peut ajouter également, c'est un gros travail est fait sur l'accélération des séquences. Ça, c'est un inconvénient à 7T, ça dure plus longtemps, surtout si on veut bien faire. On peut dégrader les images et faire des choses classiques comme à 3T, mais l'objectif, c'est de pousser la machine en ses retranchements, d'avoir de la ultra haute résolution. Et donc, si on veut faire très beau, on fait assez doucement. Donc pour cela, on a par exemple chez Siemens le Compress Sensing qui est également très intéressant parce qu'il permet vraiment de changer la donne avec des accélérations très importantes et du coup de rendre l'examen complètement réalisable dans un temps clinique correct. Effectivement, ce qui est très intéressant du coup avec l'IRM ultra haut champ, c'est qu'on va développer des innovations, des séquences, des techniques et finalement on a un transfert d'innovation après vers des champs un peu plus bas, par exemple 3T ou 1,5 Tesla. Est-ce qu'on a quelques exemples de séquences par exemple qui ont été développées et transférées? Le stéréotype d'exemple, c'est la séquence T1 MP2 C'est une séquence en fait qui a été inventée d'abord à 7T et justement à cause de ces problèmes d'inhomogénéité des champs magnétiques. On arrivait du mal à faire une séquence MP2 classique par exemple, une séquence T1 écho de gradient 3D classique, comme à 3T avec une homogénéité de l'image et du signal satisfaisante sur l'ensemble du cerveau. Et donc on a essayé de développer cette technique pour pallier à ça. Et c'est venu de la contrainte technique du 7T.
Et après, on s'est rendu compte que qualitativement, cette séquence était très intéressante pour différents diagnostics. Aujourd'hui, on est au JFR, on a une session sur la MP2 dans l'épilepsie, également dans la sclérose en plaques. Et donc, une fois qu'on a développé cette séquence A7T, qu'on a apprécié sa potentielle plus-value clinique, eh bien, on s'est rendu compte qu'on voulait également l'utiliser à 3T. Maintenant, elle est également disponible à 3T. Je pense que c'est le meilleur exemple caricatural de cette translation de séquence 7T 3T. Au niveau des applications cliniques actuellement de l'IRM7 Tesla, on connaît tous les applications les plus populaires, on va dire neuroradiologiques, avec la sclérose en plaques, l'épilepsie. Est-ce qu'il existe d'autres choses, en tout cas, actuellement, ou qui sont amenées à se développer ? Ce qui est passionnant, c'est que ces applications épilepsie, CEP, elles sont finalement à l'origine des premiers essais et des premières plus-values cliniques qui ont été démontrées avec l'IRM7 Tesla. Mais finalement, pour de nombreuses raisons, quand on fait du développement clinique en recherche, on doit faire des études avec des comités de protection des personnes qui valident la faisabilité, le consentement, le financement. Donc tout ça fait que finalement le développement d'une application qui est potentiellement prometteuse met du temps. Mais maintenant qu'on a l'utilisation clinique accessible de l'IRM7T et qu'on est neuroradiologue, que toute la journée on voit où est-ce que le cerveau est difficile à imager, là où on aimerait avoir plus de résolution, plus de signal, là actuellement on a tout un champ qui est en train de s'ouvrir. On a la pathologie vasculaire qui est en train d'émerger. On a cette haute résolution, donc ça veut dire voir par exemple si on parle d'anévrismes, des anévrismes de petite taille, des fois des anévrismes douteux. Des fois en pratique clinique on peut avoir cette anomalie, cette difficulté à distinguer anévrisme d'ossiomectasique. Et donc du coup avec la résolution on va arriver à faire la différence avec ça. Et donc du coup pour le patient c'est quand même intéressant de dire finalement vous n'avez pas d'anévrisme, vous pouvez continuer votre vie, faire votre sport et ne plus avoir cette crainte d'avoir potentiellement un risque d'hémorragie cérébrale un jour. On a également l'imagerie de paroi, là qui pour le coup va exploser parce que on a une telle résolution, la vascularite, les séquences spinnico qu'on fait à 7T, elles sont vraiment beaucoup plus belles qu'à 3T. Et donc on va aller au-delà du polygone de Willis parce que jusqu'à maintenant la vascularite c'est une pathologie proximale qu'on fait à 3T. On va être de plus en plus capable d'aller voir en distalité. Actuellement, on a une cohorte par exemple de pathologie de syndrome de Susak, donc cette vascularite des petits vaisseaux avec vraiment des résultats initiaux très intéressants. Au-delà de cette gamme vasculaire, on a également les pathologies de l'hypophyse aussi, parce qu'on sait que dans la maladie de Cushing, par exemple, ce sont des petits micro-adénomes sécrétants qui sont difficilement diagnosticables, souvent à 3T. Et donc, on va essayer de profiter de l'imagerie à ultra-haut-champ et de ce gain en contraste et en signal pour aller chercher ces petits adénomes. On a tout un pan aussi à développer dans la maladie neurodégénérative et psychiatrique, donc des pathologies dans lesquelles, au stade initiaux de la maladie, le cerveau en apparence a une morphologie quasiment subnormale. Donc, ce qu'il faut, c'est aller voir plus loin. Donc c'est faire de la donnée quantitative, donc on va être capable d'aller chercher des informations comme la susceptibilité magnétique, comme le temps de relaxation de T1, comme la structure du cerveau avec la diffusion en tenseur. Sur le versant thérapeutique de ces mêmes maladies, on va améliorer la précision du repérage pour faire la stimulation cérébrale profonde, qui est une des solutions techniques chirurgicales pour par exemple la maladie de Parkinson, qui est extrêmement efficace. Et on peut citer également, bien sûr, la pathologie tumorale, même si pour l'instant, les travaux actuels, c'est plutôt des prémices. On se dit qu'on va améliorer la résolution, on va permettre une meilleure planification opératoire. Et puis après, tout ce qu'on sait déjà faire à 3T, on va essayer de l'améliorer à 7T, donc la spectroscopie va être plus performante. L'IRM fonctionnel pour repérer les zones éloquentes pré-chirurgie qui va être aussi décuplé. Et probablement également de la pathologie des séquences métaboliques, puisque c'est aussi la capacité de la 7T. Là, je parle plus de perspective, mais c'est aussi une des capacités de la 7T dans les années à venir. C'est de faire de l'imagerie qu'on appelle des noyaux X, c'est-à-dire de faire de l'imagerie avec autre chose que des protons. Toute l'imagerie moderne clinique est faite qu'avec des protons. On excite les protons, on observe la relaxation et on crée des images comme ça. Là, on va être capable de faire de l'imagerie du sodium, de l'imagerie du phosphore, et donc d'avoir une information métabolique. Je regarde un cerveau, il est normal sur le T1, il est normal sur le flair, mais est-ce que le sodium, le métabolisme du sodium est normal dans ce cerveau ? Ça, je pense que ça risque d'avoir de belles applications. Donc effectivement pas mal de perspectives du coup à l'IRM ultra haut champ. On a parlé effectivement que ça soit au niveau de quel est le futur un peu du coup de cette IRM ultra haut champ? On va vers des paramètres de plus en plus quantitatifs en fait. Exactement. L'imagerie de demain, ou plutôt d'après-demain, c'est l'imagerie quantitative. C'est le fait de ne plus être restreint à une analyse morphologique. Le cerveau est petit, le cerveau est gros, il y a du sang par là, il y a une tumeur. C'est d'aller essayer de faire presque de l'analyse histologique, de l'analyse moléculaire, de l'analyse métabolique des substances que l'on observe. Et donc l'imagerie de demain,
Elle ne sera pas réservée à l'IRM 7T, mais l'avantage de l'IRM 7T, c'est qu'on a une meilleure résolution, un meilleur signal, donc probablement qu'on aura une informativité supérieure des différents voxels de la 7T versus la 3T. Mais ça sera une imagerie quantitative multiparamétrique, être capable de faire entrer un sujet dans une IRM et de lui faire une quantification du fer, une quantification du temps de relaxation T1, T2, sa volumétrie, une évaluation structurale avec la diffusion en tenseur, une évaluation fonctionnelle avec de la perfusion ASL, avec de l'IRM F. En IRM fonctionnel à 7T, on peut accéder également à l'organisation laminaire du cortex. Ce n'est pas simplement je vois l'activation dans l'épaisseur du cortex, mais je peux aller chercher l'activation dans les différentes sous-couches de neurones. Alors bien sûr, il y a un certain degré d'approximation là-dedans, mais on va vers cette définition, vers cette spécificité corticale. Créer des connectomes. Quel est mon connectome structural, mon connectome fonctionnel? Arriver à faire la fusion de toutes ces informations pour aboutir à la caractérisation structurale, fonctionnelle, métabolique la plus précise du cerveau. À proton, et pourquoi pas après le faire en sodium ou en phosphore associé. Actuellement, quelles sont un peu on a beaucoup parlé des perspectives récemment, on va dire futures, qui peuvent arriver très rapidement à l'IRM 7 Tesla, l'IRM ultra haut champ. Actuellement, quels sont un peu les projets cliniques, les exemples qui se développent dans le laboratoire un peu pour illustrer la réalité? Nous, actuellement, on travaille pas mal sur l'hypophyse parce qu'on sait que, je l'ai rappelé tout à l'heure, dans la maladie de Cushing, il y a un vrai besoin clinique de faire mieux. Mais on n'est pas restreint à l'hypophyse. Si on peut parler de l'axe hypothalamo-hypophysaire, l'hypothalamus, par exemple, c'est un organe qui est finalement très peu connu de la communauté neuroradiologique. C'est un organe qui est extrêmement petit dans le cerveau, qui est ô combien important d'un point de vue hormonal, puisqu'il régule de je ne sais combien de fonctions avec l'hypophyse. Mais également, à côté de ça, il gère le sommeil, l'alimentation. Probablement également, il a un petit peu un rôle dans les fonctions cognitives et dans les émotions. Et donc, avec la résolution, on est capable de le voir de plus en plus facilement. Et donc, on est capable d'aller voir des lésions qu'on ne voyait pas préalablement. Par exemple, actuellement, il y a un travail dans le laboratoire sur la narcolepsie. Est-ce que dans la narcolepsie, il y a une anomalie morphologique, volumétrique de cet hypothalamus? Parce que on sait que maintenant, on a des hormones, des neurotransmetteurs ou des molécules assez bien identifiées. Donc, on fait des dosages dans le LCR pour s'assurer que le patient a vraiment une anomalie des hormones impliquées dans le sommeil, par exemple. Et ensuite, on va voir s'il y a une corrélation anatomique à avoir grâce à l'IRM 7T, beaucoup plus facilement que ce que pourrait le faire la 3T. On a aussi donc la pathologie vasculaire qui est en développement. On essaie donc de se concentrer sur les vascularites parce que là aussi, en pratique, quand on s'éloigne donc du polygone de Willis, le diagnostic est assez compliqué à faire. Donc on a des marqueurs dans le LCR, mais le but c'est de faire de la diagnostic non invasif in vivo. Et donc là aussi, il y aura des choses à faire sur le versant vasculaire, paroi vasculaire distale. Et puis après, il y a quelque chose qui est déjà accessible mais qui n'est pas encore disponible en clinique puisque comme je le disais, le problème d'antenne, mais il y a tout un champ à développer sur la moelle épinière. On sait que l'imagerie neuroradioclinique de la moelle épinière, elle est mauvaise actuellement. On a fait une session ce matin, comme je l'ai rappelé, sur les nouvelles séquences T1 et c'est vrai qu'on est capable maintenant de faire des très belles images de la moelle, mais c'est jamais aussi beau que sur le cerveau. Le choix des séquences est beaucoup plus restreint. On fait du T1, du T2, du FLAIR, du GADO. Même la DIF, c'est pas encore standard sur la moelle et ça devrait. À 7T, la moelle est sublime. Donc on va aller vers des diagnostics plus précis, la caractérisation. On a beaucoup en pratique des lésions, des anomalies signales subtiles de la moelle à 3T. Des fois, on n'est pas certain qu'elles existent. Le patient il a des symptômes. Est-ce qu'on peut faire la corrélation radioclinique ou est-ce que plutôt on va dire que c'est des artefacts? Avec la 7T, on pourrait aussi lever le voile sur pas mal d'anomalies organiques médulaires qui sont pour l'instant assez difficiles à diagnostiquer à 3T. Si on passe un peu de l'autre côté du spectre magnétique, est-ce qu'on peut parler de l'IRM bas champ? Quelle est un peu la réalité de l'IRM bas champ? On entend plusieurs choses. Où est-ce que ça en est actuellement? C'est quoi un peu le but du bas champ? Alors, l'IRM bas champ, l'origine de l'implication des industriels là-dedans, je ne la connais pas exactement, mais intuitivement, en fait, on sait qu'une IRM, c'est extrêmement énergivore. Il faut refroidir l'aimant en permanence, donc il faut d'arrivée d'eau. En énergie, ça consomme pas mal. Et donc, l'idée du bas champ, c'est de dire je suis capable de créer une IRM pour laquelle je n'ai pas besoin d'autant de ressources énergétiques, potentiellement facilement déplaçables et donc portatives. Donc c'est quelque chose que je pourrais imaginer dans un camion de pompiers directement pour les premiers soins sur un patient qui serait pris en charge dans la rue ou en vacances par exemple. On pourrait imaginer aussi une IRM dans des pays où l'accès aux ressources est difficile, donc dans des pays en développement.
On pourrait même aller jusqu'à se dire placer une IRM en arrière d'un front de guerre parce qu'on a besoin d'avoir une réponse en imagerie rapide et on a besoin de pouvoir déplacer cette IRM. Donc l'idée de l'IRM bâchant, c'est cette possibilité-là d'avoir une IRM qui n'a pas toutes les contraintes des IRM 1.5 ou 3T. Mais le problème de cette IRM, c'est qu'un aimant qui est peu puissant, il faut du coup compenser et créer des images de belle qualité avec probablement beaucoup d'IA ou en tout cas beaucoup de traitement des images pour à partir d'un aimant bâchant être capable de créer des images qui aient une pertinence clinique parce que le but quand même c'est derrière rendre service aux patients. Du coup, quelle est un peu la réalité de cette IRM bâchant actuellement en pratique clinique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour les patients? Alors il y a différents industriels qui sont sur le segment. Il y a les IRM bâchants aux alentours de 0,55 Tesla par exemple. Je peux citer Siemens qui développe cette IRM. Et après on a des IRM qui sont dits ultra bâchants, qui sont vraiment en dessous. On a Multiwave Technology par exemple. On a Hyperfine aussi qui sont des IRM qui sont de 0,0 quelque chose, 0,5, 0,54. Donc vraiment très bâchants. Et actuellement, ces IRM fonctionnent, elles sont capables de faire des images du cerveau. Alors bien sûr, on n'est pas à une image qui est équivalente à une 1.5 ou à une 3T, mais c'est des images qui ont une finalité clinique, avec des images qui sont capables de voir la taille des ventricules, qui sont capables de voir est-ce qu'il y a une hémorragie, est-ce qu'il y a un hématome, est-ce que cet hématome il a grossi sur plusieurs contrôles. La finalité ultime aussi, dans le cadre d'un hôpital ou d'un service, d'être capable de mettre cette imagerie à bâchant au lit du malade, chez des patients qui sont difficilement déplaçables. On pense notamment aux patients en réanimation, qui ont beaucoup de monitoring ou qui ont des comorbidités qui les rendent instables d'un point de vue hémodynamique, par exemple. Et donc, il y a beaucoup de travail qui est fait à ce niveau-là. Nous, on collabore avec Multiwave Technology pour essayer de développer cette IRM-là. Nos premières images sont satisfaisantes, mais pour l'instant, en tout cas, les essais que nous avons faits, n'ont pas été faits en conditions réanimatoires avec des patients très précaires et avec un monitoring extrêmement compliqué à gérer d'un point de vue matériel. Mais en tout cas, les premières images sont là et elles sont plutôt satisfaisantes. Le monde de l'IRM, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a énormément de sujets différents. Quels sont un peu les sujets chauds, les hot topics du moment dans le monde de l'IRM qui animent la communauté? De mon point de vue, le sujet qui me passionne le plus et que j'utilise extrêmement en pratique actuellement, c'est l'IA au niveau de l'amélioration de la qualité des séquences. On a ces nouvelles solutions, ces algorithmes deep learning qui permettent de manière plug and play. Il n'y a pas besoin de faire du développement compliqué, de passer beaucoup de séances à paramétrer la séquence pour qu'elle soit optimale. Vous utilisez le package tel qu'il est délivré par le constructeur et en quelques essais, vous allez tout de suite augmenter la qualité de vos images de manière significative. Pour l'instant, c'est uniquement accessible sur les séquences 2 dimensions, mais ça va très rapidement être accessible sur les séquences 3D également. Et ça vous permet d'améliorer le signal, le contraste, la résolution en un clin d'œil. Vous avez différentes possibilités. Vous pouvez choisir par exemple de pousser la séquence jusqu'à son maximum, c'est-à-dire augmenter la résolution le plus possible, quitte à avoir une séquence un petit peu longue, ou au contraire, vous pouvez faire la même chose que vous faisiez préalablement avant l'utilisation de ces algorithmes d'IA, faire une séquence avec une résolution correcte, par exemple 2 mm disons pour l'hypophyse, mais en accélérant l'acquisition. Et donc c'est des choses qui permettent en vraiment rien du tout, juste en utilisant l'algorithme comme ça, énormément améliorer votre confidence diagnostique, améliorer la clarté de vos images et faire de vos vocations des vacations où vous allez prendre beaucoup plus de plaisir que préalablement. Je pense notamment à l'hypophyse, je pense notamment au nerf optique, je pense notamment à la moelle épinière où vraiment il y a un avant, un après chez tous les constructeurs. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner à un interne qui serait intéressé pour se plonger un peu plus dans le monde de l'IRM, de sa compréhension, que ce soit sur le versant recherche, mais aussi peut-être se rapprocher de certaines équipes en pratique clinique? Alors avant de rentrer dans le détail, ne serait-ce que d'un point de vue général, il faut être curieux. Je pense que c'est extrêmement important quand on est interne de s'intéresser un peu à tout ce qui se fait parce que ce n'est jamais une perte de temps de regarder les différentes équipes, d'aller au congrès, même sur des thématiques qui ne sont pas forcément les nôtres si on a le temps et qu'on en a la possibilité. Maintenant, pour ce qui me concerne, moi je suis spécialisé dans la neuroradiologie, donc vraiment si vous en avez l'occasion, allez dans un laboratoire de recherche en IRM sur le système nerveux central. Vous allez découvrir un monde où vraiment il y a beaucoup de choses dont vous n'avez pas idée. C'est également passionnant parce que ça crée des vocations. On ne se rend pas compte qu'à l'heure actuellement, on est capable de créer des connectomes, de savoir comment votre cerveau fonctionne.
et pas de manière abstraite, de manière assez précise. Bien sûr, c'est basé sur quelque chose d'empirique, mais le résultat est assez bluffant. Nous, donc, on a notre stage interne qui est ouvert au CMRM à Marseille, stage dans lequel vous allez pouvoir faire de la clinique, avec la 7T clinique, mais également vous impliquer dans un projet de recherche. Et donc, on vous accueillera avec plaisir. Mes coordonnées seront disponibles à la suite du podcast et n'hésitez pas à me contacter si vous le voulez. Donc on a compris que l'IRM ultra-haut-champ était de plus en plus présente, notamment en pratique clinique. Quelle est la réalité actuellement en France, mais également peut-être aussi dans d'autres pays, de l'IRM ultra-haut-champ? Alors l'IRM ultra-haut-champ, il y en a pas mal, notamment en Allemagne. Mais ça, c'est pour des raisons probablement industrielles, parce que Siemens, c'est une marque allemande, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et la France, on en a quelques-unes, on est peut-être un peu à la traîne encore par rapport à d'autres pays d'Europe. Mais c'est en train de se corriger, puisqu'on a de nouveaux IRM qui sont en train d'être installés. On a une déjà qui est actuellement disponible et qui est la plus utilisée en France, qui a été la première installée pour la clinique à Poitiers, avec une activité clinique très importante. On a Lille qui est en train de faire installer la sienne, qui aura également une activité clinique et recherche. Nous avons, nous, à Marseille, qui sommes opérationnels. Et après, je crois qu'il y a d'autres projets potentiels pour Lyon, notamment, et peut-être d'autres villes. Mais je n'ai pas encore l'information. Donc, on est en train, finalement, de couvrir le territoire français avec différentes machines 7T, ce qui permettra d'avoir une offre de soins assez répartie sur l'ensemble du territoire. Pour conclure avec l'audience, est-ce que tu aurais un ouvrage ou un livre à nous conseiller? Alors, d'un point de vue radiologique, médical, il y a une collection que j'adore, c'est la collection Diagnostic and Imaging. C'est une collection qui fait toutes les thématiques. Pour le cerveau, c'est le Osborne par exemple. Il y a le Head and Neck, il y a le oromaxillofacial, il y a le Spine. C'est des livres qui sont extrêmement intéressants parce que c'est assez bien organisé. C'est-à-dire que ce n'est pas des gros pavés de texte. Vous avez des petits tirets pour chaque pathologie, les généralités, les points clés d'imagerie, les diagnostics différentiels. Ce que j'aime beaucoup avec cette collection, c'est quand vous prenez l'habitude de les utiliser, le coup, il faut aller chercher une information dans votre vacation, vous êtes capable très rapidement d'accéder à l'information. En fait, c'est une espèce un peu de radiopédia, si vous voulez, mais sous format papier. Et l'avantage de ces livres, ils ne sont pas peut-être exhaustifs parce que la médecine évolue constamment, il y a des nouvelles entités, donc ça ne peut pas s'actualiser, bien sûr, il faut éditer, il faut faire un travail de recherche, et donc il faut attendre chacune nouvelle édition, mais globalement, c'est presque quasi exhaustif, et ils sont vraiment très bien faits. Le petit bémol, c'est que c'est en anglais, donc il faut... Voilà. Mais après quelques tentatives, vous allez voir que la littérature anglaise sur le domaine médical, c'est assez basique. Donc vous allez très rapidement trouver votre information et c'est génial. Si je sors maintenant de la médecine, j'ai lu récemment un essai contemporain de Giuliano d'Ampoli. Il a écrit Le Mage du Kremlin, pour ceux qui l'ont lu. Super roman sur la Russie avec l'époque de Poutine. C'est vraiment un super roman. Mais là, il a fait un essai sur la géopolitique actuelle. C'est que des histoires vraies. C'est très simple à lire, c'est très rapide et c'est extrêmement intéressant parce que ça raconte un peu la brutalité des relations actuelles, à quel point on vit dans un monde qui est à la fois magnifique mais à la fois aussi terriblement violent. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et pour partir sur une dernière proposition intemporelle, un roman français, un peu sur Paris également, c'est Belle Amie de Maupassant. Parce que ça raconte l'ascension de quelqu'un qui n'avait aucune notion du milieu dans lequel il se retrouvait, dans le journalisme, et qui va se frayer une voie à travers la société mondaine parisienne. C'est extrêmement intéressant sur les relations entre les gens, sur la relation à Paris aussi, quand on est au JFR. Je trouve ça assez marrant de parler de ça. Merci Benoît pour ce podcast, cette interview. C'était un plaisir de te recevoir parmi nous. C'est un plaisir moi aussi. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.